des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie. Rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent.
Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qui l'a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La DECAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Imaginez un astéroïde si riche en métaux précieux qu'il pourrait faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire. Ce n'est pourtant pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Il s'agit de 16 Psyché, un gigantesque corps céleste métallique en orbite entre Mars et Jupiter. Son caractère exceptionnel ne tient pas seulement dans sa valeur astronomique, estimée à 10 trillions de dollars. Cet astéroïde recèle aussi des indices essentiels sur la formation des planètes rocheuses comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché pour explorer ce trésor cosmique. Elle devrait atteindre l'astéroïde en août 2029 et les astronomes espèrent en tirer des informations précieuses. Cette mission pourrait révéler non seulement l'abondance des métaux sur Psyché, mais aussi les processus qui régissent la formation des planètes.
Mais qu'est-ce qui rend Psyché si unique? Découvert en 1852 par un astronome italien, il fut le 16e astéroïde répertorié, d'où son nom. Il se démarque parmi les innombrables roches de la ceinture d'astéroïdes grâce à sa composition métallique. Contrairement aux astéroïdes rocheux ou glacés, Psyché semble être principalement constitué de fer et de nickel, avec peut-être des traces d'or et d'autres métaux rares. Avec un diamètre d'environ 280 km, Psyché n'est pas le plus grand des astéroïdes et reste surpassé par Cérès. Sa taille demeure néanmoins impressionnante. Sa superficie atteint 1605 000 km², soit l'équivalent de l'État de Floride. Les astronomes estiment que jusqu'à 60% de sa surface pourrait contenir des métaux précieux. Les scientifiques pensent également que cet astéroïde pourrait être le noyau mis à nu d'un ancien planétésimal, une protoplanète en cours de formation orbitant autour d'une étoile. Ce corps céleste aurait pu évoluer pour devenir une planète à part entière si une collision cataclysmique ne l'avait pas détruit il y a plusieurs milliards d'années. Si cette hypothèse se confirme, Psyché pourrait nous offrir un aperçu inédit de l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, dont le noyau demeure enfoui sous d'épaisses couches de croûte et de manteaux. Vous vous souvenez de cette sonde spatiale envoyée explorer l'astéroïde? Après avoir quitté la Terre pour se lancer dans cette ambitieuse mission, Psyché parcourra la distance vertigineuse de 3,5 milliards de kilomètres avant d'atteindre son objectif. Ce long périple s'étalera sur près de 6 ans. En mai 2026, elle passera à proximité de Mars et exploitera la gravité de la planète rouge pour s'élancer encore plus profondément dans l'espace. Cette technique, appelée assistance gravitationnelle, augmentera sa vitesse et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Lorsque Psyché l'atteindra en août 2029, elle entamera une phase d'observation longue de 26 mois, au cours de laquelle elle analysera sa surface, identifiera sa composition et tentera d'en retracer l'histoire. Pour mener à bien cette étude, Psyché est doté d'une panoplie d'instruments de pointe. Parmi eux, un imageur multispectral capturera des clichés haute résolution de la surface de l'astéroïde, permettant ainsi aux scientifiques d'en examiner la texture et la composition. Un spectromètre gamma et neutronique analysera sa structure chimique et déterminera notamment sa teneur en métaux. Un magnétomètre sera chargé de détecter la présence d'un éventuel champ magnétique. Une découverte qui renforcerait l'hypothèse selon laquelle Psyché serait un ancien noyau planétaire. Enfin, un système radio à supra-haute fréquence servira à mesurer le champ gravitationnel de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices précieux sur sa structure interne et sa densité. La NASA ne dépêche pas cette sonde pour évaluer la valeur marchande de l'astéroïde en tant que ressource minière, du moins, pas encore. L'objectif principal de la mission est avant tout scientifique. Les chercheurs espèrent y répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des planètes. Cet astéroïde pourrait ainsi nous aider à comprendre comment un matériau en fusion refroidit pour former un noyau planétaire. Une autre question est, pourquoi cet astre n'a-t-il pas réussi à devenir une planète? Son étude pourrait éclairer les raisons pour lesquelles certains corps célestes évoluent en planètes, tandis que d'autres non. Bien que la mission de la NASA soit purement exploratoire, elle a aussi éveillé un intérêt pour l'exploitation minière des astéroïdes. Avec une valeur estimée à 10 trillions de dollars, Psyché pourrait, en théorie, fournir suffisamment de matières premières pour transformer l'industrie terrestre. Une telle entreprise reste hypothétique et ne se concrétiserait pas avant plusieurs décennies, si elle se concrétise un jour. Pourtant, l'idée intrigue. Mais si ces métaux arrivèrent sur Terre, leur abondance pourrait provoquer un effondrement de la valeur des métaux précieux comme l'or, bouleversant ainsi les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, d'où viennent l'or, le platine et d'autres métaux rares présents sur Terre? Ces éléments dits sidérophiles ont une origine cosmique tout aussi fascinante que Psyché. Ils sont apparus lors de phénomènes cataclysmiques survenus il y a des milliards d'années, notamment lors de kilonovae, des collisions entre étoiles à neutrons qui projettent dans l'espace d'énormes quantités de métaux. Ces éléments ont ensuite été intégrés au nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire.
Lorsque la Terre s'est formée, la majorité des métaux lourds ont migré vers son noyau riche en fer. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas atteint les profondeurs de la planète. De violents impacts avec des protoplanètes errantes, comme Theia, l'objet de la taille de Mars, qui aurait contribué à la formation de la Lune, ont piégé une partie de ces éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents expliquent comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre se transformait temporairement en un immense océan de magma. En s'enfonçant à travers cette mer de roches en fusion, les métaux atteignaient une couche partiellement solide qui freinait leur descente et les retenait dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ensuite, sous l'effet de la convection thermique, ces métaux sont remontés vers la surface, où ils sont devenus accessibles à l'exploitation minière des milliards d'années plus tard. Si l'attention du public se concentre aujourd'hui sur les métaux de Psyché, il ne faut pas oublier que l'espace recèle bien d'autres trésors. Les scientifiques ont découvert, ou du moins théorisé, l'existence de pierres précieuses dispersées dans l'univers. Prenons l'exemple des diamants, constitués de carbone pur, un élément omniprésent dans le cosmos. Ils se forment sur Terre à de très hautes pressions et températures, profondément enfouis dans le manteau. Or, des conditions similaires peuvent ne se retrouver dans l'espace. Des nanodiamants, qui sont de minuscules cristaux, ont ainsi été identifiés dans certaines météorites. Certaines contiennent même des gaz qui offrent aux chercheurs des indices précieux sur l'histoire du système solaire primitif. Selon certaines théories, il pourrait même pleuvoir des diamants sur Neptune et Uranus. Sur ces géantes glacées, les pressions colossales seraient capables de transformer le carbone en structure cristalline. Par ailleurs, des études suggèrent que certaines exoplanètes, selon leur taille et leur distance à leur étoile, pourraient renfermer des gemmes telles que des rubis ou des saphirs. Même notre Lune possède ses propres minéraux extraterrestres. Des traces de zircon cubique ont été retrouvées dans les échantillons lunaires. L'espace pourrait donc abriter bien plus de trésors que nous ne l'imaginions. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement dévoiler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi mettre en lumière les défis liés à leur exploitation. Par exemple, extraire des matériaux d'un astéroïde nécessiterait des robots autonomes capables d'évoluer dans des environnements extrêmes. En plus de cela, il faudrait mettre en place des systèmes de transport efficaces pour acheminer ces ressources vers la Terre, ou les traiter directement en orbite. Il serait également crucial de veiller à ce que ces activités ne perturbent ni les écosystèmes terrestres, ni les équilibres de l'espace. Par ailleurs, la question juridique reste un enjeu majeur. Le traité de l'espace de 1967 interdit aux nations de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste, mais l'arrivée d'entreprises privées dans la conquête spatiale relance le débat sur la propriété et le partage des ressources. Enfin, l'introduction massive de métaux extraterrestres sur Terre pourrait bouleverser les marchés mondiaux. C'est pourquoi certains experts estiment que ces matériaux devraient plutôt être exploités sur place pour la construction d'habitats, de satellites ou encore de vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il advienne de l'exploitation de 16 Psyché, l'exploration de cet astéroïde apportera un éclairage inédit sur la formation du système solaire et les processus qui ont façonné notre planète. Depuis le 1er décembre 2024, la sonde poursuit son périple en suivant l'orbite du Soleil, en route vers sa cible. Ce voyage ne se limite pas à enrichir notre compréhension de l'univers. Il repousse également les limites du possible pour l'humanité dans sa conquête spatiale. Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre.
Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite! Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète, afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,015% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis, et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagne imposante entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent,
Les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentré sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratères, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de deux motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013.
Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années,
il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Et si l'on cuisinait un peu? Non, pas de pâtes et ni de hamburgers pour aujourd'hui. Que diriez-vous de quelque chose de plus exotique? Ou plutôt, de plus cosmique? Alors voilà, la recette est simple. Vous prenez une équipe d'astronomes enthousiastes et vous ajoutez quelques vieilles images issues du télescope spatial James Webb. Vous mélangez bien et vous obtenez un nombre impressionnant de petits astéroïdes, tous situés dans la grande ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter. Miam. Le clou du spectacle, c'est la direction dans laquelle certains de ces astéroïdes se déplacent. Car sur leur chemin, il y a notre pauvre planète. Sommes-nous condamnés simplement parce que vous avez décidé de cuisiner? Les astéroïdes dont je parle sont beaucoup plus petits que l'énorme roche spatiale qui a anéanti les dinosaures. Mais ils peuvent quand même causer des dégâts considérables. Leur taille varie. Ils peuvent être aussi petits qu'un bus ou aussi grands qu'un stade. Mais même les plus petits sont très dangereux. Prenons un exemple récent et assez spectaculaire. C'est arrivé le 15 février 2013. Un petit astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de large a explosé dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, libérant une quantité d'énergie incroyable. De nombreuses personnes ont été témoins de l'événement et l'ont filmé, ce qui a permis aux scientifiques d'obtenir des indices essentiels. De nouveaux modèles informatiques ont aidé les scientifiques à reconstituer la taille, la vitesse et l'impact du météore de Tcheliabinsk. Il s'agissait vraisemblablement d'un astéroïde gros comme un immeuble de 5 étages et il aurait explosé à une altitude comprise entre 24 et 29 km au-dessus de la surface de la Terre, et ce avec une force inouïe. L'explosion a brisé 1 million de fenêtres et blessé plus d'1 millier de personnes. Heureusement, elle n'était pas assez puissante pour causer de vrais dégâts. Mais elle nous a donné une idée du danger que peut représenter une explosion aérienne. Une explosion aérienne se produit lorsqu'un objet explose haut dans l'atmosphère, sans jamais toucher le sol, mais en libérant suffisamment d'énergie pour dévaster la zone qui se trouve au-dessous. Mais revenons à nos petits astéroïdes. Le plus dangereux avec eux, c'est qu'ils frappent la Terre bien plus souvent que les plus gros, environ 10 000 fois plus souvent. Pour ne rien arranger, leur petite taille les rend plus difficiles à détecter à l'avance, ce qui nous laisse peu de temps pour nous préparer si l'un d'entre eux se dirige vers la Terre. Maintenant, remontons à l'époque des dinosaures. Ah non, ça c'est trop loin. Ah voilà. Une équipe d'astronomes travaille sur une méthode consistant à trouver de petits astéroïdes dans des images de télescope qui furent prises à l'origine pour étudier des étoiles lointaines. Grâce à cette méthode, ils ont pu examiner avec précision un système stellaire connu sous le nom de TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'un des systèmes les plus étudiés en dehors de notre système solaire. En analysant ces images, ils ont découvert 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes principale, en plus des 8 qu'ils connaissaient déjà. Et devinez quoi? Parmi les astéroïdes nouvellement découverts, 6 semblent avoir été poussés sur des trajectoires qui pourraient les rapprocher de la Terre. Qui a fait ça? Probablement des planètes proches. Ont-elles une dent contre nous? Fait intéressant. Les scientifiques s'y pensaient ne trouver que quelques nouveaux astéroïdes, mais leur nombre s'est avéré bien plus élevé que prévu. Mais ce n'est pas étonnant. Ils explorent actuellement une partie de l'espace qu'ils connaissaient peu auparavant. Parlons maintenant du héros du jour, le télescope spatial James Webb. S'il est si efficace pour trouver de petits astéroïdes, c'est parce qu'il peut détecter leur chaleur. Ces astéroïdes émettent un rayonnement infrarouge, beaucoup plus visible que la faible lumière du Soleil qui se reflète sur leur surface.
Cette technologie a permis aux scientifiques de repérer les plus petits astéroïdes jamais observés dans la ceinture d'astéroïdes principale. Les astéroïdes qu'ils ont trouvés sont des fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Les découvrir permet aux astronomes de comprendre l'histoire de cette ceinture et d'améliorer les méthodes de suivi des petits astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Les chercheurs prévoient d'utiliser le James Webb pour observer d'autres systèmes stellaires pendant au moins 500 heures. Ils espèrent que ce travail permettra de découvrir des milliers d'autres petits objets dans le système solaire. D'autres télescopes de pointe, comme l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront également utiles. À partir de 2025, cet observatoire utilisera le plus grand appareil photo numérique du monde pour photographier le ciel austral chaque nuit pendant au moins 10 ans. Chaque image couvrira une vaste zone du ciel, soit environ 40 fois la taille de la pleine lune. L'observatoire pourrait trouver jusqu'à 2,4 millions d'astéroïdes en seulement 6 mois, soit près du double du nombre que nous connaissons. Récemment, la NASA a identifié 2 petits astéroïdes. Ils devaient repasser près de la Terre le 16 décembre 2024. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne présentait de danger pour la planète. Le premier astéroïde mesurait 21 mètres de large, soit à peu près la taille d'un gros avion, et se déplaçait à 17 400 km à l'heure. Le deuxième astéroïde était légèrement plus petit, avec une largeur de 17 mètres, mais il se déplaçait plus rapidement, à 23 800 km à l'heure. Mais bon, même si cette fois-ci nous avons évité le désastre, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Aïe, aïe, aïe. Cela peut sembler étrange de nos jours, mais les astronomes ne se sont pas vraiment intéressés aux petits astéroïdes pendant assez longtemps. Ils les considéraient comme de simples débris spatiaux qui gênaient l'observation des étoiles. Certains allaient même jusqu'à les appeler les parasites du ciel. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons ces petites roches spatiales a complètement changé. En fait, jusqu'à récemment, nous ne pouvions repérer que les très gros astéroïdes, se faisant plus de 1,6 km de large. Les plus petits se fondaient dans le bruit de fond, des images prises par les télescopes. Mais ensuite, une astuce ingénieuse a permis de combiner plusieurs images de la même partie du ciel, et de rendre enfin visibles ces petits objets peu lumineux. Les données de certains télescopes, comme TRAPPIST et SPECULUS, ainsi que du télescope spatial James Webb, nous aident à améliorer la défense planétaire. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger notre planète. L'étude de ces petits astéroïdes nous apprend également comment le système solaire a évolué. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'il s'agit de fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Un chercheur a déclaré que c'était comme si l'on regardait d'anciennes données d'une nouvelle manière. Ces petits astéroïdes, que l'on considérait auparavant comme de simples débris, sont essentiels pour comprendre notre système solaire et même pour se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Parmi ces centaines de millions de roches en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, certaines sont particulièrement inquiétantes. Elles s'approchent suffisamment de la Terre pour être préoccupantes. La NASA classe les astéroïdes qui orbitent à moins de 48,28 millions de kilomètres de notre planète comme des objets géocroiseurs. Et ceci pourrait constituer une menace sérieuse s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. Actuellement, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'une roche spatiale assez grande, mesurant environ 490 mètres de diamètre. Elle pourrait potentiellement s'écraser sur la Terre dans 159 ans. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois en 1999. Actuellement, les experts estiment qu'il y a une faible probabilité que Bennu dérive dans l'orbite terrestre et entre en collision avec notre planète d'ici le 24 septembre 2182. Est-ce que ce serait grave? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il heurtait la Terre, il libérerait 1200 mégatonnes d'énergie, une quantité si énorme que rien sur Terre ne pourrait la générer. Les scientifiques de la NASA sont particulièrement préoccupés par la probabilité que cet astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnel lors de son passage au XXIe siècle. Ce trou de serrure est une région de l'espace qui pourrait placer l'astéroïde sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. Bennu passe près de la Terre tous les 6 ans et s'est déjà approché à 3 reprises, en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre d'ici 2182 est d'environ 1 sur 2700, soit un risque plus de 5 fois supérieur à celui qu'a une personne d'être frappée par la foudre. Bien que les chances que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient très faibles pour le moment, cette roche spatiale est toujours classée comme potentiellement dangereuse.
car elle pourrait s'approcher jusqu'à 7,48 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde Apophis est une autre roche spatiale que nous devons surveiller. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre découvert en 2004. Au départ, il était considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a rapidement attiré l'attention des experts, car ceux-ci pensaient qu'il pourrait représenter une menace sérieuse pour la Terre en raison de sa proximité avec notre planète en 2029. Cependant, après une étude plus approfondie de son orbite, les astronomes ont déterminé qu'il n'y avait aucun risque de collision avant au moins un siècle. Ouf, nous pouvons être tranquilles encore un petit moment. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il ? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. Hey, n'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies.
Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Je parie que vous vous souvenez que la planète la plus éloignée du Soleil est Neptune. En 1846, lorsque les astronomes européens se sont demandé comment nommer cette 8e planète récemment découverte, ils ont choisi le nom de la divinité romaine de la mer. Cette géante glacée est 4 fois plus grande que la Terre. Si notre planète faisait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait aussi grande qu'une balle de baseball. Elle est également 17 fois plus lourde.
Si vous vous approchiez de ce monde glacé, il vous semblerait bleu et peut-être accueillant. Cependant, cette surface est en réalité une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Alors ne vous faites pas trop d'illusions, vous ne pourriez pas atterrir sur cette planète. Son manteau, composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane, est ce qui se rapproche le plus d'une surface telle que vous l'imaginez. Mais même là, vous ne trouveriez aucun sol solide où poser vos pieds. Quoi qu'il en soit, cette planète lointaine est entourée de mystères, et les astronomes n'ont pas encore percé tous ses secrets. Pourquoi les vents sur Neptune sont-ils si rapides? Pourquoi ce monde dégage-t-il plus de chaleur qu'il n'en reçoit? Pourquoi son champ magnétique est-il décalé? Et qu'est-ce que la grande tache sombre? Essayons de trouver quelques réponses. Neptune est environ 30 fois plus éloigné du Soleil que notre planète. Cela explique pourquoi il est si difficile d'étudier ce monde lointain. Cela signifie également que cette planète reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur de notre étoile. Mais d'un autre côté, Neptune émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Si l'on compare Neptune à Uranus, qui se trouve à proximité, on constate que même si Uranus est plus proche du Soleil, elle émet presque autant de chaleur que Neptune. Les astronomes ne savent pas encore exactement pourquoi. Mais bien sûr, ils ont des théories, car ce sont des scientifiques. Certains experts pensent que quelque chose de puissant à l'intérieur de la planète bleue lui fait générer plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela pourrait expliquer les énormes différences de température sur Neptune. De moins 160 degrés Celsius au sommet des nuages glacés à plus de 6650 degrés en son cœur. Il est donc conseillé de porter plusieurs couches de vêtements. Ces variations de température pourraient être à l'origine de violentes tempêtes de vent. Leur vitesse peut atteindre 1930 km à l'heure. À titre de comparaison, les vents les plus puissants sur Terre soufflent à une vitesse de 400 km à l'heure. Une autre particularité des vents de Neptune est qu'ils soufflent vers l'ouest, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. Une étude publiée en 2013 a émis l'hypothèse que les vents sur Neptune se formeraient en couches minces, d'une épaisseur maximale de 960 km. Une telle minceur pourrait signifier que ce sont les processus de condensation et d'évaporation de l'humidité qui produisent ces courants d'air extrêmement rapides. Il y a ensuite la question du décalage du champ magnétique de Neptune. Si vous placiez un aimant sur cette planète, il ne serait pas aligné avec son centre. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi. Les champs magnétiques sont produits par des courants en mouvement. Et toutes les planètes, y compris la Terre, sont censées avoir des matériaux conducteurs en mouvement dans leur cœur. Mais le cœur de Neptune est un peu différent. Son champ magnétique est incliné de 47 degrés par rapport à la rotation de la planète. Cela signifie que la rotation et le magnétisme ne sont pas alignés de manière inhérente. Et n'oublions pas la grande tache sombre. Non, je ne parle pas de la tempête la plus massive du système solaire qui porte le nom de grande tache rouge et se trouve sur Jupiter. Je fais référence à une tache similaire découverte sur Neptune par Voyager 2 en 1989. En 1995, le télescope spatial Hubble a tourné son objectif vers Neptune. Malheureusement, à cette époque, la tache avait déjà mystérieusement disparu. Et les scientifiques n'ont aucune idée de la manière dont elle s'est effacée. Mais devinez quoi? Une autre tache sombre a été découverte sur la géante glacée. Les astronomes savent depuis un certain temps que la surface de Neptune est parfois parsemée de taches sombres. Ces décolorations étranges ont été associées à des zones de haute pression, apparaissant et disparaissant au fil des ans. Cependant, jusqu'à récemment, personne n'avait observé la formation d'une tache sombre. Depuis, les astronomes ont observé la naissance de taches sombres de manière assez régulière. Ils ont désormais une meilleure idée de l'endroit et du moment où ces énormes tourbillons peuvent se former. Contrairement à ce que l'on pensait, les astronomes considéraient autrefois Neptune comme un monde ennuyeux et sans relief. Cette géante glacée possède une atmosphère hyperactive. Elle est turbulente, avec des ondulations nuageuses et de violentes tempêtes. De plus, elle possède un système d'anneaux. Malheureusement, ces anneaux ne sont pas de jolis cerceaux tournant autour de Neptune comme on peut en voir autour de Saturne. Les anneaux de notre géante de glace sont étonnamment épais et contiennent des amas de matière qui forment comme des arcs. Les astronomes nous expliquent que ces amas sont en fait des endroits où de nombreuses particules se sont agglomérées. On ne sait pas encore exactement ce que cela signifie. Mais ce que je préfère chez Neptune, c'est ceci. Les astronomes pensent qu'au plus profond de la planète, il pourrait y avoir une couche où il pleut des cristaux de diamants. La pression et la température intense à l'intérieur de Neptune brisent les molécules de méthane, ce qui libère du carbone. Ces composés de carbone trouvent leurs molécules sœurs et créent de longues chaînes, qui sont ensuite comprimées
pour former de magnifiques motifs cristallins, semblables à des diamants. Lorsque ces formations traversent ensuite les couches du manteau de Neptune, elles sont exposées à une chaleur extrême qui les vaporise, et elles remontent à la surface pour, vous l'avez deviné, recommencer ce cycle. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle d'une pluie de diamants. Que diriez-vous d'une petite expérience amusante? Imaginons que nous faisons exploser Neptune. Pour l'avancement de la science, bien sûr, comme vous le savez déjà, cette planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir déclenché le processus, vous verriez le manteau liquide de Neptune éclater. Cela ressemblerait à une bombe à eau lancée du haut d'un gratte-ciel. Attention, ne faites pas cela chez vous. L'impact projetterait de l'eau, de l'ammoniac et de la glace de méthane dans l'espace. Et tout cela serait suivi par les restes du manteau de la planète, liquide et incandescent, semblable à de la lave. Ensuite, il y aurait un ouragan de roches solides, soit ce qui resterait du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Bon, maintenant, remettons cette jolie géante glacée dans son état initial. J'ai une autre expérience à vous proposer. Remplaçons la Lune, oui, notre bon vieux satellite, par Neptune. La géante de glace est bien plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à un gros ballon bleu vif dans notre ciel. Et nous la verrions non seulement la nuit, mais aussi pendant la journée. Elle nous paraîtrait 15 fois plus grande que le Soleil. Imaginez un peu, les éclipses solaires se succéderaient indéfiniment. Une fois le Soleil disparu derrière Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'1 heure et demie. Et comme Neptune est également beaucoup plus massive que la Terre, son attraction gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi, au lieu d'avoir un compagnon protecteur et puissant, notre planète finirait par devenir un satellite, oui, une lune de Neptune. Elle se mettrait à orbiter autour de Neptune, un peu plus loin que sa plus grande lune, Triton. Et il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne croiser aucun des satellites de Neptune. Même sans ça, nous aurions pas mal de problèmes. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. Comme si nous n'avions pas déjà assez chaud, n'est-ce pas? L'activité sismique augmenterait, provoquant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout ça est plutôt inquiétant. Alors laissons Neptune là où elle est, et contentons-nous de notre bonne vieille Lune. Bien, nous avons terminé nos expériences. Mais écoutez-moi, au-delà de l'orbite de Neptune, il existe la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'énormes objets glacés. Le plus curieux dans cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait nous cacher une autre grande planète. Serait-elle de mèche? Cette planète hypothétique a déjà été baptisée Planète 9. Et tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre que son existence soit confirmée. Ou pas.